Le dialogue est quelque chose que nous apprécions, nous autres Français. Oui, c'est un art de vivre, mais il y a de la concurrence. J'en veux pour preuve. Un des chefs du renseignement en Russie a déclaré ceci en évoquant le chef d'État français, comme quoi il était un coq français et qu'il était le seul oiseau ayant la capacité de chanter alors que ses pieds étaient dans le purin. J'ai cherché évidemment le dernier mot afin de rester courtois, hein. Une jolie illustration qui nous vient donc de Russie. Bonsoir et bienvenue à vous dans La France Libre, une émission du CNT-FCH avec Philippe, avec Bruno, avec Jean-Pierre et avec vous-même, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue. Bon début de semaine. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, super intro, Bonsoir à comme tous. d'habitude. L'histoire du coq qui chante le pied dans le purin, c'est vieux comme ça date de Jules César, hein, cette affaire-là. C'est pas le monsieur russe qui a inventé quoi que ce soit, mais c'est bien qu'il le reprenne. Ça veut dire qu'il y a une sympathie vis-à-vis de la France. Ça sent bon. Malgré le purin, je dirais que politiquement, ça sent bon. Et oui, et moi j'ai vu sur Internet une petite caricature. On voit un petit rat qui demande à sa maman, ah, mais alors c'est vrai qu'on va pouvoir aller nager dans la Seine? Et la maman, elle répond, oui, mais elle sera propre que quand Macron et Anne Hidalgo seront sortis de l'eau. Bien, ah ben, on va Bien. peut-être, on a des choses à dire là, sur le sujet de ce soir. On va peut-être enchaîner sur l'actualité en vidéo, s'il y a quelque chose. Absolument, on va regarder l'actualité en vidéo, on se retrouve juste après et on développera ce thème ce soir. Nous allons réfléchir qui est légitime et du moins qu'est-ce que la légitimité. Le 11 septembre 2001, les tours jumelles, voilà, il y a l'attentat du 11 septembre avec les deux avions et tous les autres avions d'ailleurs qui sont détournés ce jour-là. T'étais déjà pilote ? Alors j'étais pilote et je pilotais à ce moment-là un des types d'avions qui est rentré, donc le Boeing 767 qui est rentré dans la tour. On a essayé de le refaire au simulateur pendant des heures et des heures et des heures. On n'a jamais réussi à prendre une tour. C'est vrai ? Hein, jamais. Pourquoi ? C'est parce que c'est des techniques ? C'est parce que la Terre est plate. Non, c'est parce que je sais pas. Ils ont dû avoir quelque chose parce Un que entraînement, tu veux dire ? nous on était qualifiés sur cet avion, on n'a jamais réussi à rentrer dans les tours, quoi. Donc il devait avoir un guidage spécial ou je sais pas. Enfin bon, bref, pardon. Non, c'est intéressant, c'est Je intéressant. m'éloigne. Pourquoi ? Parce que c'est très dur de viser à cette vitesse-là. Bah, c'est dur d'être quand on est en altitude de descendre à un certain point pour aller en toucher un autre parce qu'il faut avoir ou moduler son angle de descente. En plus, ils étaient en virage, donc il faut savoir que plus tu vas vite, plus ton radius va être long, moins tu vas vite, plus tu peux tourner court. Et les types étaient en descente et en virage pour aller choper un truc pas si Donc, ils large étaient que ça. très expérimentés. Mais ils l'étaient pas puisqu'ils sortaient du Cessna, les mecs. Ah oui, oui. C'est incroyable ce que nous dit cette personne, apparemment pilote d'aviation, comme quoi, eh bien, en simulation, jamais le mouvement donc, qui était vu le 11 septembre n'a été reproduit. Alors voilà, je me souviens elle s'était battue contre les gens qui voyaient des chemtrails partout, des chemtrailistes, on va les appeler comme ça. Et puis là, par contre, elle l'avoue elle-même, elle n'a pas de réponse à une problématique sérieuse et qui s'adresse directement à sa qualité professionnelle de pilote. Et là, la profession n'a pas de réponse. La profession des pilotes ne sait pas comprendre comment quelqu'un a pu diriger aussi précisément cet avion dans la tour. Donc, on en reste là, on continue l'enquête, on part sur les hypothèses, on démarre une enquête. C'est quoi le jeu ? Malheureusement, elle n'est pas payée pour faire autre chose que de piloter et de temps en temps donner son avis de façon la plus objective possible. Mais j'ai l'impression que cette information-là ne l'empêche pas de dormir et qu'entre pilotes, ils doivent se parler d'autre chose que de ce genre d'aventure parce que finalement, ça les mènerait nulle part. En tout cas, nulle part de bon pour leur carrière, ça c'est sûr. Et je dis ça sans aucune méchanceté ni aucune ironie. Il vaut mieux avoir l'œil rivé sur sa carrière que sur un viseur qui n'arrivera jamais dans la tour depuis un simulateur. Je crois que c'est tout à fait légitime en tant que pilote d'avion. Alors justement, on parle de légitimité, c'est le thème qu'on va développer ce soir. Oui, Bruno. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est parce que je me souviens comme si c'était hier, j'ai vu en direct à la télé les avions entrer dans les tours. J'ai eu une impression au départ, et d'ailleurs, j'étais pas le seul, parce qu'on était plusieurs personnes à regarder, que c'était un film, que c'était pas réel. J'ai eu l'impression que les avions rentraient dans les tours comme dans du beurre. Très bizarre. Et je me pose toujours la question, et j'ai pas de réponse. Voilà, donc aujourd'hui, on parlerait plus facilement d'hologrammes, puisque ce sont des technologies qui sont accessibles à la compréhension des gens d'en bas, comme nous, hein.
Ou est-ce que ce serait pas plutôt une grosse fumée avec beaucoup de fumée et une explosion dans une tour qui ferait penser plutôt à un avion qui rentrerait dedans? Moi, je sais pas, je dis ça, j'imagine, hein. Ah, il y a plusieurs solutions possibles, mais je pense que l'hologramme me paraît de Ouais. toute manière une technologie qui a pu être employée en l'occurrence, avec d'autres, hein, évidemment, je n'exclus pas. Mais je me souviens que dans les années 80, on nous avait présenté les hologrammes déjà, hein, dans les années 80, 84 pour être précis. Je me souviens avoir vu la chanteuse Miguel Johnson, là, je sais plus son nom exact, qui chantait Carmen ou je ne sais quoi, et elle était sur une scène et on nous disait que elle était là, mais elle n'était pas là en fait. Ça s'appelle un hologramme. Ah bon? Plus récemment, on se souvient que Monsieur Mélenchon a fait un meeting politique avec un hologramme. C'était Oui, pas lui, c'était son de piètre hologramme. qualité. Je te Ah prie de m'excuser. bon, je t'en prie. Et donc voilà, et pourquoi pas avoir utilisé cette même technologie dans les années 2000, au début des années 2000, tout est possible. Maintenant, évidemment que ça nous fait passer pour des gros complotistes, théoriciens du complot, etc., etc. Ben, moi, j'ai toujours eu du mal, à titre personnel, à admettre que c'était des gardiens de chèvre qui avaient réussi un coup avec une telle précision. J'ai rien contre les gardiens de chèvre, hein, mais a priori, ils n'ont pas la formation pour faire rentrer des avions dans les tours. Et d'ailleurs, cette dame nous explique que non seulement ils n'étaient pas gardiens de chèvre, ils étaient des gens qualifiés, mais qu'ils n'avaient que je sais pas quoi, d'un C'est terme ça. de Cessna, qui est en fait une validation de premier niveau, si je puis dire, pour conduire d'avion, pour piloter ce genre d'avion. Et donc elle s'étonne d'autant plus, quoi. Voilà. Une chose très Donc, intéressante aussi, c'est de savoir qu'il y a eu une troisième tour qui s'est effondrée, la tour numéro 7, et on n'a jamais compris pourquoi. exact. Donc voilà. Donc le mystère reste entier. C'est à la fois ça a été totalement assourdissant, c'est-à-dire que ça a retenti dans l'Occident de façon très forte. On s'est dit là c'est la guerre, ça va être total. On a tous été du côté des Américains parce que des Américains étaient morts en masse suite à l'écroulement des tours. On a tous été dans l'émotion. On a tous été on a ouvert une partie de notre cœur qui disait vengeance, quoi. Qui disait revanche, qui disait on va pas se laisser faire. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a été manipulé. Voilà. Il y a même des artistes, Renaud qui a écrit une chanson avec Axel Red, Manhattan Kaboul, justement Oui, exprimant ce genre de choses. Même les artistes se sont fait rouler. bien sûr. Voilà, donc le temps de la vérité viendra. Il est pas loin, à mon avis. Et voilà, à suivre. Alors, on est parti avec notre thème de ce soir. On a bien 20 minutes devant nous, donc nous allons étudier, à savoir bien qui est légitime. Alors, qui est légitime? Je crois que Bruno, tu veux tout de suite nous mettre sur un rail intéressant que tu disais tout à l'heure. On va volontiers t'écouter et je reprendrai la main après si tu veux bien. Oui, Philippe, moi je vais parler au Conseil national de transition français, canal historique. Au niveau de la légitimité, il faut comprendre que la démocratie, c'est notre but, c'est-à-dire le but du Conseil national de transition français, canal historique, c'est de permettre au peuple français de retrouver son indépendance, de retrouver sa souveraineté et donc sa légitimité. Sachant que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est bien précisé que c'est le peuple qui est souverain et pas forcément ses représentants. Ça peut être par l'intermédiaire de ses représentants, mais pas forcément. Il n'est pas obligatoire de passer par des représentants, contrairement à ce que nous a fait croire depuis 200 ans. Donc, pourquoi il y a cette notion de Conseil national de transition? C'est une notion qui a été créée par l'ONU à une certaine époque, il y a un certain nombre d'années, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et des conseils nationaux de transition, il y en a déjà eu avant le nôtre. Il y en a eu notamment en Afrique en 2003, et puis depuis, il y en a eu plusieurs en Afrique, notamment en Guinée, notamment au Mali, notamment aussi au Niger. Donc, En à Libye, partir de là, hein, en comment? Libye, n'oublions pas la Libye. Oui, en Libye, le problème, c'est que la Libye, c'est un contre-exemple. C'est-à-dire qu'en Libye, ils ont créé un Conseil national de transition, mais pour satisfaire les États-Unis et Sarkozy, qui voulaient justement pouvoir avoir une légitimité qui en fait n'est pas exacte, pour pouvoir envahir la Libye et pouvoir supprimer donc Kadhafi et lui récupérer notamment son or. Donc là, c'est une mauvaise utilisation d'un Conseil national de transition, parce que quand on regarde la situation actuelle de la Libye, c'est une anarchie totale. Donc ce CNT n'a rien fait du tout
comme il aurait dû le faire pour donner une véritable démocratie. Le but d'un CNT, c'est d'apporter la vraie démocratie à un peuple. Et donc, c'est l'inverse de ce qui a été fait en Libye. Donc, la Libye, je l'ai pas cité parce que c'est un contre-exemple. Donc, à partir du moment où nous, on a eu la possibilité et le choix de permettre à un certain nombre de personnes de créer un Conseil national de transition qui a été déclaré à l'ONU en 2015, mais qui a été réitéré en 2021, eh bien, on a une légitimité par le fait que cette entité a été créée, qu'elle a été structurée, et qu'en plus de ça, nous avons depuis déjà maintenant bientôt 4 ans été beaucoup plus loin que la création de ce conseil. On a mis en place une structure grâce au travail de commission avec plus de 300 personnes qui ont travaillé pendant un an, pendant presque un an, parce que en fait les commissions ont duré quelques mois, mais après elles ont été prolongées par le travail de tous les membres, et on a mis en place donc une structure qui permet vraiment d'appliquer, d'apporter la démocratie au peuple français du niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau de la commune, en passant par les départements, jusqu'au niveau national. Et donc tout ça fonctionnant avec le système du tirage au sort, qui finalement on a redécouvert après coup, avait déjà été appliqué il y a 2500 ans dans la Grèce ancienne, dans l'Athènes de la grande époque. Donc finalement, la légitimité, elle se crée d'elle-même à notre niveau, étant donné qu'on a fait tout un travail et notamment aussi un programme, en plus de cette structure, qui permet de redresser le pays en une période de 2 à 3 ans et de permettre au peuple français d'avoir non seulement sa légitimité, mais d'avoir aussi son indépendance et sa souveraineté, et à partir de là, de pouvoir s'auto-gouverner d'une façon sérieuse, en évitant tous les pièges, en évitant de se faire à nouveau noyauter par une oligarchie ou des politiciens qui essayeraient d'intervenir sous forme de lobby ou autre. Nous avons dans la structure qu'on a mis en place, préparé tous les garde-fous qui permettent de protéger donc les citoyens de ce type de réaction. Parce que quand on regarde par exemple la Révolution française, on s'aperçoit très vite qu'elle a été immédiatement et très rapidement récupérée par une oligarchie bourgeoise qui a remplacé finalement les nobles et le clergé qui existait dans l'ancien régime. Et ça a été récupéré d'une façon violente. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé, notamment avec Robespierre, qui était soi-disant incorruptible, mais qui n'hésitait pas à couper les têtes à tout le monde. Et là, c'est vraiment devenu une dictature terrible à cette époque, à tel point même qu'il y a eu un massacre des Vendéens, qui maintenant est assimilable totalement à un génocide absolu, qui a d'ailleurs servi d'exemple, et beaucoup d'historiens le disent, qui a servi de modèle et d'exemple à ce que Hitler a pu faire en Allemagne. Donc, c'est pas une bonne image qui a été créée à l'époque de la notion de république. Et puis, on s'aperçoit très vite aussi que ça a donné donc après naissance à l'empire. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système qui voulait se révéler démocratique avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à un système qui a abouti à quelque chose d'encore plus fort que l'ancien régime, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un roi, on s'est retrouvé avec un empereur. Donc ça montre que la Révolution française n'a pas abouti à ce qu'elle aurait dû aboutir, comme le voulaient Voltaire et Rousseau, c'est-à-dire une véritable démocratie où le peuple est vraiment maître de son destin. Donc voilà ce que je voulais dire pour commencer. Merci, merci Bruno. Et je vois que Jean-Pierre a très envie d'intervenir. C'est exact. Et toutefois, tu as dit que Philippe, que tu prendrais la parole après Bruno. Et j'ai noté cet ordre. D'accord, bon, ça va de berger à la bergère. Très bien, on va pas faire perdre de temps à nos auditeurs. Donc, tu dis Bruno que le CNT, c'est la démocratie. Je ne suis pas aussi affirmatif que ça. Pour nous, c'est clair, c'est ça. Pour d'autres, on ne sait pas. Ceux qui s'inventent des CNT, ceux qui créent des CNT à notre remorque, si je puis dire, je ne sais pas quelles sont leurs intentions, je n'ai aucune idée. Par contre, qu'effectivement le CNT soit la légitimité ultime, pour moi, c'est la démocratie. La légitimité ultime, c'est la démocratie. Dans la nature, on a ce qu'on appelle le droit naturel, tout simplement. Le droit naturel, c'est de pouvoir manger, boire, etc. Par opposition au droit positif, qui est le droit des assemblées sociales. Voilà, c'est ça le droit positif par rapport au droit naturel. Le droit naturel, ma foi,
c'est le droit de manger, de dormir, etc. Celui qui nous est donné pour ceux qui y croient par l'univers, tout simplement, et par la divinité. Ça, c'est le droit naturel. Et dans ce droit naturel, il y a des physiciens qui nous disent quoi? Qui nous disent que dans l'univers, il y a 3 états. Il y a premièrement les vibrations, deuxièmement la musique, et troisièmement la démocratie. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit qu'est-ce qu'il raconte le monsieur là? Et en fait, je me suis aperçu que bien sûr que la démocratie était à la manœuvre un peu partout dans le monde végétal, dans le monde animal, mais malheureusement pas beaucoup dans le monde humain, quoi. Malheureusement, je dis bien, hein. Parce que au naturel, si on vivait au naturel, il n'y aurait pas de classe sociale en dessous des pâquerettes, avec les autres qui ne font qu'espérer pouvoir se nourrir et survivre. Et puis une toute petite minorité d'oligafreux, hein, je vais les appeler comme ça, les oligafreux, ceux qui sont à la fois très peu nombreux et qui font les affreux parce qu'ils nous mettent sous leur tutelle et ils nous mettent en esclavage, tout simplement. Hein, voilà. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et notre CNT, effectivement, il a pour mission essentiellement CNT FCH, puisque c'est comme ça que nous l'avons mis en extension. Les acronymes n'ont pas beaucoup d'intérêt. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on y fait, ce qu'on met autour. Et ce qu'on met autour, bah c'est ça, c'est un outil qui va nous permettre d'arriver vers une forme de démocratie. Alors au départ, au CNT FCH, on n'était pas forcément à cheval sur la démocratie, parce que parfois, on était comme tout le monde. Hein. On s'apercevait que en Allemagne, avant la chute du mur de Berlin, en Allemagne, on était la Deutsche Demokratische Republik. Rien que quand on avait fini de prononcer le mot, on se disait qu'on n'avait pas de chance quoi, d'habiter là-dedans. Et donc, la démocratie n'était pas la garante d'un équilibre et d'un bonheur pour le genre humain en quelque sorte. Alors que eux, de l'autre côté, croyaient l'inverse. C'est-à-dire qu'ils se disaient, ils n'ont pas de chance de l'autre côté parce qu'ils vivent dans des conditions où ils sont obligés d'aller travailler tous les jours. Nous, c'est facultatif. Etc., etc. Il y avait plein d'interactions comme ça. Et puis finalement, démocratie, c'est un mot qui a été tellement galvaudé qu'il est devenu république. Et on se souvient, par exemple, que Platon, alors Platon, c'est déjà un peu derrière nous, mais c'est toujours d'actualité. Platon écrit la République dite de Platon, puisque c'est lui qui a écrit la République. Et qu'est-ce qu'il fait? Peu ou prou, il invente le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et depuis pratiquement 2 siècles. Voilà. Il l'invente. Et tout le monde s'appuie dessus. Et la question que je pose, c'est pourquoi est-ce que Monsieur Platon, pour qui j'ai beaucoup de respect, n'a pas écrit la démocratie de Platon? Ah oui, c'est quoi la différence entre la République et la démocratie? Dans la République, on peut faire à peu près ce qu'on veut, et les puissants peuvent utiliser leur argent pour corrompre tout le monde. Ça, c'est ce que n'a pas fait Robespierre, justement, que tu as cité tout à l'heure, qui certes coupait les têtes, mais qui était véritablement incorruptible, et qui n'a pas voulu se laisser aller à la corruption. On l'appelait l'incorruptible de son vivant. Voilà. Ça veut dire qu'on n'arrivait pas à l'acheter, quoi. Alors que les autres, on les sous-entendu, on les avait tous achetés. Tous les parlementaires étaient achetés. Hein. Voilà. Danton, des Danton et les autres, c'était tout acheté. Voilà. Et sans parler de comment il s'appelait, nous sommes ici par la force des baïonnettes, par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes, lui aussi acheté pareil. Donc ce que je veux dire, c'est que cette démocratie, elle n'est pas naturelle aux oligarques. Et quand Platon écrit tout ça, écrit sa République, il pense bien à la République, il anticipe, je dirais, la Révolution française 2000 ans avant, mais il parle pas de la démocratie. Pourquoi il parle pas de la démocratie? Pourtant, il vivait en plein dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que cette démocratie, elle arrangeait pas du tout les oligarques. Et Platon, il faisait partie des pauvres, des moyens pauvres, des un peu riches. Non, Platon, il faisait partie d'une famille extrêmement riche. C'est quelqu'un qui a développé sa propre école. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui a pu aller écouter Socrate tranquillement et récupérer ses textes verbaux en les transmettant par écrit, etc. Et c'est aussi l'homme qui a brûlé les bibliothèques des personnes qui ont fait de la démocratie en son temps. Voilà, je vais pas toutes les nommer, mais il y a des gens qui ont écrit des choses. Eh ben, figurez-vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé la bibliothèque. Il a brûlé les textes, ce qui fait qu'on a très peu de textes écrits par des démocrates. Et les démocrates, c'était pas simplement des gens gentils qui voulaient faire de la représentation du peuple, pas du tout. C'était des gens qui ont établi que la seule façon de faire démocratie, c'était que ce soit le peuple qui vote lui-même ses lois et qui ne vote jamais pour personne, qu'il n'y ait aucune représentation politique, qu'il y ait la volonté du peuple justement de se rendre volontaire pour être tiré au sort pour des missions qui ne pouvaient jamais durer plus d'1 an quand on leur en confiait, ou sinon
c'était un vote. Ils votaient ou ils participaient à des missions au maximum un an. Voilà, j'ai décrit l'essentiel de la construction de la vraie démocratie. Quelle est la différence avec celle que nous avons vécue jusqu'à maintenant? C'est tout simplement que, eh bien, il y a la représentation qui s'est glissée là-dedans. Pour nous, la République en France, il y a rien au-dessus. Bah oui, c'est la République, c'est notre nounou, c'est celle qui nous a bercés, c'est celle qui nous fait chanter, etc., etc. Mais c'est pas la démocratie et c'est sûrement pas la meilleure façon de gouverner. Dans la nature, les arbres se consultent les uns les autres pour savoir lequel va périr, lequel va laisser la place aux autres pour mieux respirer ou pour mieux vivre tout simplement avec les racines sous terre, etc. Donc il y a un équilibre naturel qui se fait et qui se fait de façon conjointe entre plusieurs arbres. Je vais citer un autre exemple qui est celui des animaux. Alors je vais pas trop citer les animaux, mais là on a toujours cru qu'il y avait dans les troupeaux d'animaux des mâles dominants qui donnaient le là et que le troupeau suivait dès que le mâle avait décidé quelque chose. En particulier chez les cerfs, les biches et les fauns. Et il y a une étude récente qui a montré, grâce à la miniaturisation des caméras, une étude récente qui a montré que en fait les animaux préparaient à l'automne leur migration, comme les oiseaux, hein, voilà, alors, les cerfs aussi, ça migre. Et il faut que pendant le temps de la migration, ils aient de quoi se nourrir sur leur réserve physique. Donc il faut qu'ils mangent avant de partir. Et de façon, pas trop, parce qu'autrement ils vont plus pouvoir avancer, mais suffisamment pour pouvoir atteindre l'objectif final, parce qu'il y a des terres arides à traverser avant d'arriver à la zone d'hivernage. Alors, qu'en est-il? Qui décide de quoi? Qui décide? Est-ce qu'ils partent les uns après les autres? Non. Est-ce que non, ils vont partir tous ensemble? Mais à quel signal? Bah, tout le monde dit, bah, c'est le mâle dominant qui va donner le signal. Eh bien, pas du tout, figurez-vous. C'est pas du tout le mâle dominant. Le mâle dominant, il s'est juste bagarré une fois avec son copain et puis c'est tout. Hein. Il fait le beau, mais c'est tout ce qu'il fait. Hein. Il gouverne pas du tout. Qui est-ce qui gouverne? C'est la majorité. On s'est aperçu en faisant les comptes de cette harde, c'est-à-dire de cet ensemble de bêtes, euh, que c'est arrivé à 51-52% qui avaient levé la tête, ça veut dire j'ai fini de manger, qu'à ce moment-là, tout le troupeau s'accorde à partir. C'est donc à la majorité qu'ils élisent, enfin en tout cas qu'ils décident de partir et de lever le camp, comme on dit. Hein. Et c'est en aucun cas un individu seul qui va décider de tout ça. Ça va se compter automatiquement en quelque sorte au fur et à mesure que les têtes vont se relever. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été clair. Oui. Alors, Oui, Philippe, moi, je suis très content d'entendre ce que tu viens de dire parce que je vais vous raconter une anecdote qui va vous montrer véritablement que la démocratie existe totalement dans le monde animal. Il se trouve que chez moi, j'ai une forêt à la lisière de ma propriété. Il y a une forêt. Donc, on a des animaux, on a des sangliers, on a des chevreuils, on a un certain nombre d'animaux qui viennent. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai installé une caméra nocturne qui filme ce qui se passe et on a mis un certain nombre de gamelles où tous les soirs on met à manger pour ces animaux. On a 5 gamelles qui sont disposées. Eh bien, on a découvert avec stupeur que on a par exemple des renards qui viennent, on a des chats, on a des fouines. Eh bien, on s'est aperçu que les renards viennent manger en même temps que les chats, que les fouines, et qu'ils s'entendent très bien entre eux. Ils ne s'attaquent pas mutuellement. S'il y en a un, parce qu'un jour on a eu un jeune renard qui était un petit peu plus déluré que les autres, et il a essayé de s'approcher du chat pour aller lui piquer sa gamelle. Le chat s'est levé et il lui a tendu ses griffes, il lui a sifflé et il est rentré. Les choses sont rentrées dans l'ordre et ils sont devenus amis. Parce que tous les soirs, on voit ces animaux et donc tout à fait démocratiquement, ils viennent tous les 3 ou tous les 4 manger dans leur gamelle, les uns après les autres, en toute liberté et en toute confiance. Sauf le renard anarchiste. Sauf le renard. Mais alors justement, on croit on pense toujours aux humains, etc. Mais en fait, les animaux ne tuent jamais pour rien. Quand ils tuent, c'est quand ils ont faim. Et c'est pour se nourrir, c'est pour un besoin. Et là, à partir du moment où ils ont à manger, eh bien, ils ne s'attaquent pas entre eux. Jamais j'aurais pu croire que des renards auraient pu vivre en parfaite harmonie avec des fouines et avec des chats. Eh bien si, c'est ce qui se passe. Et on l'a constaté, on l'a filmé, on l'a vu depuis des années. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir à Jean-Pierre et je le vois sur son visage. Oui, merci Sylvain, mais merci Bruno de nous avoir raconté cette histoire pour laquelle je me sens très touché. Et il y en a énormément comme ça.
Alors, la démocratie existe à tel point chez les peuples premiers qu'avant de cueillir un végétal pour en faire une médecine ou pour le manger, on demande l'autorisation à la plante et on lui fait une offrande. Il ne s'agit pas de prendre sans demander chez les peuples premiers. Et toute la nature fonctionne comme ça, on demande. Et quand ils ont à chasser un animal, ils demandent à l'espèce, ils font une prière à l'espèce en disant « Est-ce que tu veux bien nous donner un des tiens parce que nous avons faim ?» Et ils ne chasseront pas si ils n'ont pas la réponse de l'espèce. Et là, la plupart du temps, l'animal se laisse prendre alors qu'il aurait pu fuir. Donc, la démocratie dans la nature, elle va très loin. Merci à chacun d'entre vous d'en avoir parlé, justement. Je voudrais faire une amende honorable. Et puis après, je vais revenir sur la légitimité. Et si j'oublie l'amende honorable, je la ferai pas pendant des mois et nous allons rester sur une sorte d'équivoque. J'ai fait des cercles de parole en présentiel. Et forcément, qu'en présentiel, on voit bien comment ça tourne. Sauf qu'en Zoom, l'image se met pas forcément dans le sens qu'on a défini au départ. La rotation, donc, ouais. Voilà. Alors, il s'agit de définir un truc, de faire un petit dessin, de définir qui parle après qui. Alors, ça a un but, c'est que chacun va savoir quand est-ce qu'il va parler, dans combien de temps il a pour poser ses pensées, pour réfléchir à ce qu'il va dire, etc. Et après qui il va parler. Donc ça, c'est important. Alors, tout simple, hein, on zoome, on note qui parle après qui, on boucle le cercle et après on continue. Voilà comment on fait un cercle de parole en zoom. Et puis pour le prochain coup, nous essaierons de trouver un petit système visuel pour que chacun puisse voir dans quel sens va le cercle. Alors maintenant que j'ai fait cette amende honorable, j'aimerais parler de légitimité. Qui est légitime pour gouverner ma propre vie? Selon toute évidence, moi-même. Qui est légitime pour gouverner ma vie plus la vie des autres, de quelques autres, enfin les communs par exemple, quand on est en colocation, le commun c'est la cuisine, la salle de bain. Alors qui est légitime pour décider ce qui va se passer, pour gouverner cette vie? Le commun des gens qui sont concernés par cette problème, cette situation. Donc qui est légitime à gouverner en démocratie? C'est forcément le peuple qui est concerné par les lois qui vont être appliquées. Ça paraît tellement évident que, pardon, j'en ris un peu, moi le rire me fait du bien. Et je voudrais revenir aussi sur le terme anarchie. On peut trouver dans certaines Bibles certains passages qui sont copiés de tablettes tellement anciennes qu'on ne peut pas trop définir de quelle date elles remontent, et qui disent « Tu ne te feras pas appeler directeur car il n'y a qu'un seul principe directeur. » Vlan. Alors, ça pose les bases de ce qu'on appelle l'anarchie. Toutefois, chacun a un pont qui le relie avec ce principe directeur et il fait allégeance à ce principe directeur. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on a voulu nous faire croire de l'anarchie. Voilà, ça c'est pour... voilà, c'est l'anarchie au sens où c'est utilisé actuellement, c'est-à-dire qu'on refuse le pouvoir de quelqu'un d'autre sur soi-même et c'est tout à fait légitime. Nous sommes chacun légitimes à prendre les décisions qui concernent notre vie. Et donc, honneur aussi aux véritables anarchistes qui ont ce concept de faire allégeance à l'univers tout en définissant eux-mêmes les lois qu'ils veulent appliquer pour eux-mêmes. C'est ce que j'ai toujours dit, hein, c'est une poésie. Oui, et c'est ce que j'ai dit aussi souvent de mon côté, c'est que ce que nous préconisons au niveau du CNTCH, au niveau du Conseil national de transition français canal historique, c'est une démocratie qui correspond en fait à une anarchie organisée. C'est-à-dire que c'est chacun qui se gouverne lui-même, mais dans un cadre qui est un cadre qui permet à chacun de s'exprimer d'une manière libre et indépendante. Et la légitimité, elle va de soi parce que, comme on l'a dit et comme on vient de le dire, dans la nature, tout est démocratie. Tu vas faire rougir plus d'un anarchiste avec le terme légal, mais bon... Légitime. Attention, oh pardon, légitime. Je suis désolé. Oh, quelle bourde. Alors la légitimité, elle existe aussi chez les oligarques, les peu qui nous gouvernent, hein, et qu'on cite souvent. Elle existe aussi, mais c'est pas la même que la nôtre. Par exemple, dans l'histoire de France, tout le monde se souvient d'Henri IV, au cheval blanc, là, panache blanc, je ne sais quoi, et qui a laissé un bon souvenir dans les livres d'histoire.
Et à l'époque où il a été promu roi, enfin voilà, il a été intronisé, pardonnez-moi, personne en France ne voulait de lui, mais personne, parce qu'il il y avait plein de raisons qui se catalysaient sur le fait qu'on n'en voulait pas. Enfin, en tout cas, on, c'est-à-dire les grands de ce monde, hein, je le comprends, hein, l'oligarchie. Mais aucun d'entre eux ne remettait en cause sa légitimité. Pourquoi? Parce qu'il avait les ascendants et l'arbre généalogique qui va bien, incontestable et incontesté par les uns et par les autres, qui ne l'aimaient pas, mais qui étaient obligés d'admettre qu'il était légitime. Ça aussi, c'est une forme de légitimité. Mais ça, c'est la légitimité des oligarques. Nous, quand on parle de légitimité des gens du peuple, c'est en fait ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est tirer une droite. Hein. C'est se dire, alors je l'avais écrit quelque part, c'est se dire que voilà, faut faire toujours le lien entre le droit naturel que j'ai cité tout à l'heure, la légitimité qui nous conduit vers la démocratie. Voilà, c'est comme ça que les choses s'articulent. Si on n'a pas la légitimité, on n'aura pas la démocratie. Voilà. Voilà comment il faut comprendre les choses. Voilà ce que je voulais rajouter. Et puis donc la légitimité, elle peut aussi tenir à l'ancienneté, à la prévalence. J'étais là avant vous, etc. Est-ce que je suis légitime pour autant? Ben non, parce que j'ai aucune compétence pour gérer les autres. Donc je suis pas légitime dans ce sens-là. Par contre, si j'ai des gros bras, je tape plus fort que les autres, là, je vais devenir très très légitime. Ben voilà. Donc la légitimité, elle peut tenir aussi aux muscles et à la force, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est pas de la légitimité, c'est du droit imposé, voilà, c'est des choses qui sont imposées. Hein, le fait accompli, comme on dit. Hein. Donc ça rend les gens malheureux pour des siècles. Oui. Philippe, ce qui donne aussi et surtout la légitimité, c'est qu'à partir du moment où on se considère légitime pour réaliser un projet, comme par exemple notre projet de transition, eh bien, on devient légitime à partir du moment où on a fait un certain travail qui permet de concrétiser une idée en quelque chose de concret. C'est-à-dire une structure, un projet, un programme et quelque chose d'organisé, de réfléchi pour permettre justement au peuple de vraiment avoir quelque chose qui va durer et qui ne va pas faire pchit au bout de quelques mois. Alors, je vais revenir sur la notion de légitimité et avant tout de démocratie, puisque c'est vers la démocratie que nous conduit la légitimité. Au sein du CNTFCH, effectivement, nous sommes d'autant plus légitimes que notre projet est démocratique, démocrate si vous préférez. Je n'ai pas d'autre exemple d'une vraie démocratie. On s'entend, hein, parce que le mot démocrate est dans toutes les bouches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on met derrière. Alors, je crois qu'on a été assez clair tout à l'heure sur l'énumération, la caractérisation d'une démocratie. Et il y en a pas deux. Il n'y a pas deux définitions différentes. Il y en a qu'une. Voilà. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que nous sommes d'autant plus légitimes que justement notre projet est démocrate. Hein, voilà. Et ça sera démontré. Il y a il y a une chose importante qu'on va faire, c'est informer les gens sur ce qu'induit cette démocratie que nous n'avons jamais connue, sauf au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a duré, selon les bornages, on va dire différents, disons 140 ans, mais qui a véritablement existé. Et c'est véritablement le peuple qui s'est gouverné lui-même. Et c'est véritablement le peuple qui a fait avancer sa barque, sa propre barque, qui a fait avancer ses arts, ses sciences, ses techniques, son économie. Et ses conquêtes, puisque grâce à ces nouvelles technologies, il a pu aller chercher du blé un peu plus loin, il a pu devenir la première puissance maritime de la Méditerranée. Voilà ce à quoi conduit la démocratie, ce à quoi conduit la notion d'intelligence collective, et surtout pas à la défaite et à l'incapacité du pauvre peuple de se gouverner lui-même, comme on a voulu nous le faire croire pendant des millénaires. Voilà. Et pour ceux qui veulent, des ressources. et Oui. Philippe, pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette réelle démocratie qui a existé il y a 2500 ans, on vous renvoie au livre de Iota Angelaki, La démocratie assassinée des Fialtis. Une petite démonstration de légitimité. Allez, je vais le faire, je vais user de la mienne pour vous annoncer un bon début de semaine et surtout notre prochain rendez-vous avec le CNT, avec la France Libre. Ce sera mercredi aux alentours de 19h30. Merci Philippe, merci Bruno, merci Jean-Pierre, merci à vous également. La démocratie assassinée des Fialtis. Si vous désirez le livre, c'est pas un problème. Vous regardez en dessous dans les commentaires, il y aura forcément de quoi nous écrire. Merci à vous, excellent début de semaine.